Donc, le programme de ce webinaire, l'accueil, un mot d'accueil et d'introduction par Gilles François, donc vice-président du CIAN. Ensuite, la présentation du contexte de l'obligation, les bâtiments concernés, le principe du dispositif, les principales échéances calendaires. On va revenir sur la notion d'assujettissement, le fonctionnement de la plateforme Opéra, et ensuite une partie ressources et contacts et une partie questions-réponses. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à l'invitation du CIAN, puisque nous avons un peu plus de 90 inscrits ce webinaire. Je remercie bien sûr la présence de la DDT à nos côtés donc, pour apporter toutes les explications nécessaires à ce dispositif éco-énergie tertiaire. Voilà, beaucoup ont entendu parler maintenant de ce qu'on appelle le décret tertiaire. C'est un peu le câble qui est le plus utilisé maintenant. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est un petit peu de décrypter derrière le texte comment la déclinaison peut en être faite. Il y a des choses qui pourraient paraître très évidentes comme les millimètres carrés, mais qui ne le sont peut-être pas autant que ça. Donc, on est là aussi pour décrypter ce genre de dispositif, parce que des fois, il faut additionner des surfaces. Enfin, voilà, je ne vais pas tout déflorer maintenant. Mais voilà, on est là aussi pour vous apporter cet éclairage. Bien entendu, les communes qui sont suivies par un conseiller du CIAN pourront également, dans la suite, disposer d'un accompagnement personnalisé sur l'application de ce décret et sur sa mise en œuvre. Bien entendu, les communes qui ne le sont pas sont, comme toutes les autres, les bienvenues si elles souhaitent disposer d'un conseiller énergie. Il faudra juste un tout petit peu de temps pour le mettre en place. Voilà, en tout cas, on sent bien l'intérêt sur ce sujet. Tout le monde a compris qu'il y avait quand même des obligations importantes qui découlaient du dispositif. Et il faut que tous ensemble, on soit en ordre de marche pour tenir les objectifs. Alors, ce n'est pas des obligations pour des obligations, mais c'est des obligations pour améliorer nos performances énergétiques et pour contribuer largement. Alors, le tertiaire, il y a beaucoup de bâtiments privés, mais il y a aussi également beaucoup de bâtiments publics. Dans la présentation, on voit ce que ça représente. Et nous avons tous à prendre en compte ces éléments et à programmer sur les années qui viennent les travaux qui pourront nous permettre d'atteindre les objectifs escomptés. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mon petit mot d'accueil. On va rentrer directement dans le concret des explications et bien entendu dans la séquence questions-réponses. Alors vous pouvez poser vos questions dans le fil au fur et à mesure et puis il pourra s'en rajouter bien entendu à la fin au moment des échanges que nous pourrons avoir, des questions que vous vous poserez en espérant déjà au travers de la présentation avoir répondu à un certain nombre d'entre elles. Les intervenants sur ce webinaire, donc moi-même, Michael Rivinger, donc je suis chef d'équipe de conseiller énergie au CIAN. Pour le CIAN, il y a également Cécile Bernès, qui est conseillère énergie au CIAN, spécialisée sur justement le dispositif éco-énergie tertiaire. Bonjour. Bonjour Cécile. Et donc, pour la DDT 74, moi je vous laisse vous présenter. Aude Magdalena, donc chargée de mission performance énergétique dans le bâtiment. Service habitat. Et Jean-Luc Padet, donc, de la cellule bâtiment durable du service habitat, chargé du partage de la transition énergétique. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à la DDT. Donc c'est moi qui commence. Je vais vous présenter les deux premiers points, le contexte, et puis les bâtiments concernés. Et les points suivants, ce sera Aude qui s'en occupera. Donc, le dispositif éco-énergie tertiaire, il est issu c'est une obligation réglementaire issue de la loi Elan, donc du 23 novembre 2018, qui impose une réduction donc, progressive de la consommation d'énergie des bâtiments, des activités tertiaires, donc forcément pour lutter contre le changement climatique. Le parc tertiaire en France, c'est 973 millions de mètres carrés. 100 millions de mètres carrés de bâtiments de l'État, 280 millions de mètres carrés de bâtiments des collectivités territoriales.
Et ces 280 millions de bâtiments des collectivités territoriales sont composés de près de 50% d'écoles, de collèges et de lycées. Le parc tertiaire, c'est un quart du parc des bâtiments. Et c'est aussi un tiers de consommation d'énergie des bâtiments qui représentent près de la moitié de l'énergie finale consommée. Donc, en bas de la diapo, les textes qui encadrent cette obligation. Sur les arrêtés, on reverra un petit peu dans une diapo un peu plus loin tous les arrêtés qui ont été pris, l'état de leur absolu, et notamment le calendrier de ces arrêtés. Alors, par contre, oui. Merci. Celui de gauche. Alors, que dit la loi Elan? Et elle fixe un objectif de réduction des consommations d'énergie finale de 60% à l'horizon 2050, mais avec des paliers successifs. Donc, avec les 3 paliers de 40% pour 2030, 50% pour 2040 et 60% d'ici 2050. Donc, pour l'énergie finale, c'est tout usage. Hein. Il n'y a pas l'alimentation thermique, les 5 usages. Là, on est vraiment sur tous les usages de consommation. Donc, ce sont des objectifs qui visent à atteindre une neutralité carbone en 2050. Et l'enjeu pour les collectivités, ce sont la maîtrise des dépenses, l'attractivité du patrimoine, puisqu'on a un patrimoine rénové, de qualité, et puis aussi l'exemplarité pour les bâtiments publics. Je ne rentre pas dans le détail du dispositif maintenant, puisqu'il vous sera exposé un peu plus loin dans le diaporama. Et je passe aux bâtiments concernés. Donc, les bâtiments concernés, ce sont les bâtiments qui ont des activités tertiaires. Qu'est-ce que c'est le secteur tertiaire? C'est le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand. Donc, le tertiaire marchand, c'est plutôt les bâtiments privés, et le tertiaire non marchand, plutôt les administrations. La définition en creux du tertiaire, c'est tout ce qui ne relève pas du primaire, du secteur primaire, du secteur secondaire. Donc, voilà, ça laisse le champ ouvert à beaucoup de choses. Bon, principalement pour les collectivités, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les bureaux, les établissements scolaires, les gymnases, piscines, salles de spectacle, les établissements de santé, les gares, aérogares, logistiques, qui concernent un peu moins les collectivités. Donc, en bas à droite, on voit le dispositif concerne autant les propriétaires que les preneurs à bail des bâtiments assujettis. Et pour trouver le détail des activités assujetties, on vous renvoie sur une fiche qui est bien faite sur la plateforme Opérate. Il y a pas mal de ressources sur Opérate. Et donc, il y a une fiche assez complète qui définit toutes les catégories d'activités qui font rentrer le bâtiment dans l'assujettissement ou pas. C'est là où ça se corse un petit peu, puisqu'on a un seuil, alors ce n'est pas dès le premier mètre carré d'activité tertiaire, donc le seuil est à 1000 mètres carrés, et donc il faut arriver à comptabiliser toutes ces activités tertiaires pour voir si on est en dessous de ce seuil ou en dessus de ce seuil. Alors, il y a quand même des bâtiments qui sont exemptés. Hein. On voit sur à gauche, sur la dépôt, pardon, les constructions provisoires, les lieux de culte, les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile, de sûreté intérieure du territoire. Alors, là aussi, je vous renvoie sur Opérate. C'est bien défini, notamment les derniers, les activités à usage opérationnel à des fins de défense, les casernes de pompiers, des choses comme ça. Tout ça, sur Opérate, c'est bien défini. Donc après, on a 3 cas de figure. Donc, un cas le plus simple, c'est vous avez un bâtiment et vous avez plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire au sein de ce bâtiment. Donc là, on ne se pose pas de questions. Le propriétaire ou le locataire est assujetti. Ensuite,
on peut avoir un bâtiment avec des parties où on a des activités tertiaires et puis d'autres parties, même logement par exemple. Donc, et puis des activités tertiaires, donc en plus avec plusieurs entités différentes. On peut avoir un bureau d'études, on peut avoir un commerce, des logements. Et donc là, on vient sommer tout ce qui est activité tertiaire et on regarde par rapport à ce seuil de 1000 m² si on est en dessus ou en dessous. Et puis, encore un peu plus compliqué, donc là, on vient raisonner sur l'unité foncière. Donc, on verra après la définition de l'unité foncière, hein, c'est dans les diapos suivantes, ou sur un même site. Là, pareil, on vient regarder ce qui se passe sur cette unité foncière, si on a plus de 1000 m² ou pas d'activité tertiaire. Donc, un petit logigramme pour s'y retrouver, avec la question « Mon bâtiment héberge-t-il des activités tertiaires ?» Si c'est non, et maintenant on passe directement à « Je ne suis pas assujetti ». Si c'est oui, est-ce qu'on relève d'un cas d'exclusion qu'on a évoqué dans la diapo précédente? Si c'est oui, eh bien pareil, on sort du dispositif. Si c'est non, et c'est là qu'on vient se poser les questions de la surface d'activité tertiaire qui existe ou pas au sein du bâtiment ou au sein de l'unité foncière ou du site. Donc, on repart. Est-ce que le bâtiment, une partie du bâtiment cumule une surface d'activité tertiaire supérieure à 1 m²? Non. Eh bien, on regarde si on est au sein d'une unité foncière ou d'un site avec d'autres activités tertiaires qui viendraient se cumuler avec les nôtres et qui donc feraient dépasser ce seuil de 1000 m². Si ce n'est pas le cas, on n'est pas assujetti. Par contre, si c'est le cas, eh bien, on est assujetti. Donc voilà, du cas le plus simple au cas le plus compliqué. On va passer maintenant à quelques exemples. Pareil, du cas le plus simple. Donc, vous avez un bâtiment de bureau et vous avez le bureau, c'est une activité tertiaire. Vous êtes sur une parcelle. Vous êtes en mono-occupation ou multi-occupation, vous êtes à plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Donc, c'est le même cas d'implantation, un bâtiment sur une seule parcelle, mais là, avec plusieurs types d'activités, des bureaux, activités tertiaires, du résidentiel, donc non tertiaire, par définition, le commerce, des commerces. Donc là, on regarde les surfaces occupées par les bureaux et les commerces. Si on est à plus de 1000 m², le bâtiment relève du dispositif. Donc là, on est sur les cas dont je vous parlais tout à l'heure, avec la notion d'unité foncière et la notion, uniquement sur cette diapo, la notion d'unité foncière. Donc la définition de l'unité foncière, c'est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Et cette notion d'unité foncière, c'est un terme juridique puisqu'elle résulte des décisions du Conseil d'État. Donc sur le cas, sur la diapo à droite, on a une parcelle, on a deux bâtiments, la mairie, le groupe scolaire, on vient cumuler les surfaces de chacune et on regarde la position par rapport au seuil de 1000 m². Sur le schéma de gauche, là, on est dans le cas vraiment de l'unité foncière, où on a une propriété composée de plusieurs parcelles. Première parcelle, deuxième parcelle, une parcelle, la mairie implantée sur une parcelle, un groupe scolaire sur une autre parcelle, mais qui appartiennent toutes les deux donc à la commune. Et là, on est sur la même unité foncière, donc on revient au cas précédent, on vient sommer les surfaces d'activité de la mairie et du groupe scolaire, et si on a plus de 1000 m², on est assujetti. Alors sur l'unité foncière, monsieur vient de reprendre un petit peu un cas un peu plus concret, basé sur un cadastre, ça parlera peut-être mieux.
Et enfin, la notion de site. Donc, la définition du site, c'est un site correspond à un établissement comportant plusieurs bâtiments. Cette notion s'apprécie par l'existence d'une ou plusieurs entités fonctionnelles dont l'exploitation est assurée par la même entité juridique. À savoir que, contrairement à l'unité foncière, cette définition n'a pas de valeur juridique. Dans le schéma, on voit donc des bâtiments situés sur une parcelle, d'autres bâtiments situés sur d'autres parcelles, séparés par la route. Mais tous ces bâtiments ont la même entité juridique, c'est un campus universitaire, et donc il faut sommer les surfaces d'activité de tous ces bâtiments, et on est assujetti, l'entité est assujettie si le seuil de 1000 m² est dépassé. Le cas pour l'école, enfin, là on est sur un exemple de campus universitaire, mais par exemple pour une mairie, ça pourrait être une école d'un côté, la cantine de l'autre côté de la route, et puis les enfants de l'école vont à la cantine manger tous les jours, et donc là on est dans le même cas que ça. Il faut sommer les surfaces de l'école et les surfaces de la cantine. On est sur la notion de site. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo. Juste une précision sur les bâtiments concernés. En fait, tous les bâtiments sont concernés, y compris les bâtiments neufs. Quelle que soit leur date de construction, tous les bâtiments sont concernés par cette obligation de remplir la plateforme Opéra. Et donc de déclarer leur consommation sur leur plateforme Opéra. Voilà, j'en ai terminé. Je passe la parole à vous. Alors, je vais poursuivre avec le principe du dispositif. Le dispositif vise l'atteinte d'objectifs, comme on l'a présenté précédemment, selon deux modalités. Une première, donc, qui est le respect des objectifs en valeur relative. C'est ce que Jean-Luc vous a présenté avec les 3 échéances calendaires d'ici 2030 à 2050. Donc, toujours par rapport à une année de référence, comprise entre 2010 et 2019. Mesure en énergie finale, l'énergie délivrée et prête à l'emploi. Ajusté automatiquement en fonction des variations climatiques. Donc ça, c'est fait et c'est affecté directement par la plateforme Opéra. Et aussi quantifié et qualifié par les données d'occupation et d'intensité qui auront été renseignées par l'assujetti dans la plateforme. Donc là, on est sur le cas de bâtiments plutôt peu performants. Pour des bâtiments plus performants, qui peuvent être donc des bâtiments récents, neufs, on peut aussi avoir un respect d'objectifs dit en valeur absolue. Et dans ce cas-là, on visera l'atteinte d'une consommation d'énergie seuil définie par arrêté, par décennie, et qui est donc spécifique selon la catégorie de chaque bâtiment. Donc à ce jour, on a on a 2 arrêtés qui sont parus et qui visent du coup ces valeurs seuil pour les différentes catégories d'activités tertiaires. Donc on est toujours sur l'ensemble des usages énergétiques, sur une année en énergie finale. Et donc, on aura le même principe. Donc, cette valeur seuil à respecter par décennie à horizon 2030, 2040, 2050. Alors, quels sont les leviers d'action disponibles pour vos collectivités pour, je dirais, atteindre ces objectifs? Donc, il y en a 4. Le premier, notamment, le premier, donc l'enveloppe du bâti, améliorer donc la performance énergétique de son enveloppe, installer des équipements de chauffage, de chauffe sanitaire qui soient performants, notamment, et ainsi que mettre en place des dispositifs de gestion active de ces derniers. Inciter les usagers à avoir des comportements plus vertueux et éco-responsables, et aussi optimiser l'exploitation des équipements qui auront été installés. Alors, concernant les valeurs seuil et les objectifs, on a des possibilités de modulation qui ont été définies. Il y en a 3. Donc, en cas de contrainte technique, architecturale ou patrimoniale, par exemple, des bâtiments classés. Donc là, il y aura des modulations possibles et il y aura du coup un dossier technique à réaliser pour prouver ces points-là. En cas de changement d'activité ou d'évolution du volume d'activité, donc là, ça sera automatiquement réalisé via Opéra. Et aussi en cas de disproportion économique dans les travaux à réaliser, donc il faudra que ça soit
prouver, argumenter, donc de la même façon, vient de ces techniques à réaliser au plus tard dans les 5 ans après la première date butoir qui est 30 septembre 2022. Donc, vous aurez jusqu'à 2027 pour le réaliser. Peut-être à titre d'exemple, des coûts de travaux disproportionnés donc sont calculés par rapport au temps de retour sur investissement. 30 ans pour des travaux des bâtis, 15 ans pour des travaux liés à des équipements et des systèmes. Donc, le dispositif éco-énergie tertiaire vous impose une remontée de données de consommation via l'outil Opéra. Donc, la première échéance est le 30 septembre 2022 de cette année, avec une remontée des consommations des années 2020 et 2021. Il y aura entre autres d'autres données qui devront être remontées, la surface des bâtiments concernés, les activités exercées dans ces bâtiments, la consommation de l'année de référence, donc qui est l'année à partir de laquelle est calculé les gains de consommation énergétique, ainsi que les indicateurs d'intensité d'usage. Et donc, chaque année, les assujettis, propriétaires, preneurs à bail et occupants, devront déclarer les consommations dans ces locaux. Donc, la date anniversaire, ça sera le 30 septembre de chaque année. En retour, la plateforme délivrera une notation éco-énergie tertiaire, que vous pouvez voir sur la slide, donc allant d'un niveau insatisfaisant à un niveau excellent. Lucien, je pense, rentrera plus dans le détail, à savoir que via l'outil Opéra, il y a une interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation pour du coup les reporter plus facilement sur la plateforme. Alors bien sûr, un dispositif de sanction reposant sur le principe du name and shame qui sera appliqué à l'assujetti après mise en demeure du préfet si non-transmission des informations demandées sur Opérat ou non-remise d'un programme d'action car non-atteinte des objectifs aux dates clés 2030, 2040 et 2050. Donc, en cas de mise en demeure et de non-retour, une amende administrative pourrait être appliquée aux personnes physiques et morales. Enfin, la plateforme Opérat, c'est aussi un outil, je dirais, de ressources documentaires. Donc, on pourrait trouver pas mal d'informations sur le dispositif. Il y a une FAQ qui est déjà disponible et bien renseignée, des guides méthodologiques. Vous pourrez retrouver aussi tous les textes arrêtés, des fiches retour d'expérience, des tutoriels. L'outil vous permettra aussi de comparer la performance énergétique de bâtiments similaires à des mailles géographiques différentes. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et puis, vous avez aussi un site ressource qui est le site du CEREMA, où là aussi, vous avez pas mal d'informations sur le dispositif. Peut-être pour conclure 2022, donc c'est une première année, on la qualifie d'année d'apprentissage. L'idée, c'est de s'informer, de se familiariser avec ce dispositif et aussi avec la plateforme Opéra qui va vous être présentée par la suite. Voilà, le premier mode opératoire qu'on conseille en trois points, c'est vérifier qu'on est assujetti, comprendre ce qu'on doit remonter comme données et comme information du coup à collecter pour cette année et pour les années à venir, et puis après du coup les remplir et effectuer les déclarations sur la plateforme. Petite slide pour vous rappeler les dispositifs existants financiers pour vous accompagner dans le financement de vos projets de rénovation. Donc, bien sûr, les C2E, le programme ACTE, les dotations de soutien de l'État, les aides de l'ADEME. On ne va pas tout lire, mais vous les connaissez. Rapidement, un petit point sur les principales échéances calendaires. Donc, pour revenir, donc, il y a eu la publication effectivement de la loi Elan, du décret tertiaire, différents arrêtés qui ont été produits, donc arrêté méthode en 2020, arrêté valeur absolue, donc pour qualifier cette fameuse valeur seuil à atteindre par typologie de bâtiment. Un dernier vient tout juste de paraître le 24 avril 2022, et on en attend un troisième pour couvrir tout le champ du tertiaire courant au second semestre 2022. Et enfin, une dernière diapositive pour vous présenter les différents jalons réglementaires. Donc, la date à retenir, 30 septembre 2022, avec la première échéance de remontée annuelle des consommations. 30 septembre 2027, donc l'échéance de déclaration de modulation. Donc, on a vu cas d'exception, si jamais vous êtes
dans un cas de disproportion économique. Et puis surtout, du coup, fin 2031, qui est je dirais, la vérification de l'atteinte des objectifs de la première décennie. Je vais passer la parole à Sian. Avant qu'on enchaîne sur la suite, est-ce que juste là, vous avez des questions? Pour le moment, il n'y en a pas qui ont été renseignées dans la partie conversation. N'hésitez pas à les renseigner au fur et à mesure qu'on puisse en prendre. Il faut ne les dire pas toutes à la fin. Parce que là, on va rentrer sur une partie un peu plus technique sur la plateforme Opera, le fonctionnement de celle-ci et de la partie unité fonctionnelle. La question. Alors, si, deux questions. Une question de la mairie des Chaux. Est-ce que la plateforme Opera est nouvelle? La plateforme Opera, elle a été mise en service au tout début de l'année, enfin fin 2021, et du coup opérationnelle depuis le tout début 2022. Et la question du partage de responsabilité entre le bailleur et le propriétaire. C'est la question. Oui, alors effectivement, il y a une co-responsabilité bailleur-propriétaire sur les engagements, enfin sur les objectifs à atteindre vis-à-vis du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc ça doit être fait conjointement entre le propriétaire et le général. Et sur le renseignement de la plateforme entre le propriétaire et l'un des deux. L'un des deux. Il faut qu'ils travaillent en bonne intelligence. En fait, tous les deux, il faut qu'ils s'entendent bien et qu'il y en ait un des deux qui prenne la main en disant je m'en occupe. Et ça nécessite effectivement qu'il y ait une relation, un travail. Donc, si un locataire loue l'ensemble d'un bâtiment, c'est lui qui aura les factures d'énergie, etc., donc il sera plus à même de remplir lui-même ces informations. Si effectivement un propriétaire loue différents locataires un bâtiment qui dans son ensemble fait plus de 1000 m², là il va falloir qu'il y ait quand même une bonne entente, puisque les uns auront une partie des factures, il faudra qu'elles soient regroupées. On pense que le propriétaire dans ce cas-là pourrait être la bonne personne, mais il faudra un pilote. Voilà. Il faudra un pilote. Le locataire qui est la plus grande surface, peut-être. Enfin, à chacun de trouver sa clé. Une question qui est arrivée sur les 1000 m². Comprennent-ils également les garages, les locaux de stockage et la chaufferie compris dans un bâtiment tertiaire? Il faut aller regarder la fiche pour les activités. A priori, je dirais non. Oui. Tu dis oui, c'est non. C'est non. Voilà, il y a la fiche d'activité, donc moi je ne la connais pas par cœur, hein, mais effectivement, je vous invite à consulter la plateforme Opera. Il y a vraiment beaucoup de renseignements. La fac est très complète et on peut trouver. Je parierais que la réponse est dans la fac. Il y a vraiment beaucoup de... Par exemple, tout ce qui est stationnement est assujetti. Donc, il faut regarder au cas par cas selon l'activité. Stationnement. Fermé, parking souterrain. Ouais, les garages et parkings sont assujettis. Locaux de stockage. Maintenant, mais tout ce qui est logistique peut y faire référence. Donc, du coup, là aussi, il faut vérifier dans quel cas de figure on se trouve. On va enchaîner sur la partie suivante, donc sur l'assujettissement. Donc, on retrouve le logigramme qu'on a déjà vu avant, avec une précision, hein, le lien fonctionnel. On a parlé tout à l'heure, c'était l'exemple du campus, hein, avec ou des groupes scolaires qui sont partagés avec une route ou une voie publique entre deux parcelles. Dans ce cas-là, on parle bien de lien fonctionnel. C'est un lien en termes d'activité, c'est assez large. C'est-à-dire que vous avez un gymnase qui est utilisé par une école, a priori, ça fait partie de la même unité fonctionnelle pour le coup. Donc, ça rentre dans le cadre de l'obligation. Deux exemples. Le premier pour l'unité foncière. Donc là, on est sur une commune qui a donc à peu près regroupé au même endroit sa mairie, sa salle polyvalente, son école, la bibliothèque et les ateliers municipaux. Chaque bâtiment a une surface de moins de 1000 m², mais toutes les parcelles sont adjacentes. Nous sommes donc sur la même unité foncière.
la somme des surfaces dépasse les 1000 m², donc le bâtiment, l'ensemble des bâtiments sont assujettis. Donc ils devront tous être rentrés dans la plateforme Opéra. Alors, j'ai une remarque qui dit qu'on ne voit pas les slides. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Slide bloqué sur la slide 23. Alors, je vais arrêter le partage et reprendre. Ça suffit. Et là, ça devrait être bon. Ok, c'est bon pour tout le monde. Et donc, sur l'unité fonctionnelle, un exemple un peu différent. Donc, on a une école maternelle plutôt située dans un village, l'école primaire et le réfectoire qui sont situés à une certaine distance, mais le réfectoire est utilisé par également les enfants de l'école maternelle. On a beau avoir la distance entre les deux parcelles, on est sur un lien en termes d'activité, donc on est sur la même unité fonctionnelle, et de fait, les deux bâtiments rentrent dans le cadre de l'obligation. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir. Voilà, ça, c'est très. Il y a un point d'attention à avoir là-dessus. Le lien d'unité fonctionnelle et peut rendre assujettis les bâtiments, même s'ils sont situés assez loin les uns des autres. Et une fois qu'on a défini la question de savoir quels bâtiments sont assujettis, il y a la notion d'activité et là d'entité fonctionnelle. Donc, une entité fonctionnelle, c'est l'ensemble des surfaces rattachées à une même activité avec les mêmes propriétaires et occupants. Et c'est important de définir les entités fonctionnelles par bâtiment, puisque les consommations d'énergie sont renseignées dans Opéra par entité fonctionnelle. Donc là, on a l'exemple d'un bâtiment d'une commune qui accueille donc, au R+2, nous avons des logements, donc les surfaces et les consommations des logements ne sont pas prises en compte. On a au R+A les bureaux de la mairie et des salles associatives, et au rez-de-chaussée la cantine scolaire. Le groupe scolaire est situé ailleurs dans le village. Donc, les surfaces du groupe scolaire plus de ce bâtiment-là dépassent les 1000 m², donc on est concerné par l'assujettissement au dispositif éco-énergie tertiaire. Par contre, les activités diffèrent, donc on va avoir au sein d'un même établissement plusieurs entités fonctionnelles différentes, donc plusieurs déclarations différentes à faire dans Opéra ensuite, sur la plateforme Opéra ensuite. Donc, revenir sur l'entité fonctionnelle, c'est une activité avec un propriétaire et un occupant. Donc, pour vous préparer à rentrer vos données sur la plateforme Opéra, voilà les éléments que vous devez faire. C'est identifier pour chaque entité fonctionnelle les points de contact, les compteurs que vous avez, récupérer les factures. Si au sein d'un même compteur, vous avez plusieurs entités fonctionnelles, il va être nécessaire de répartir la consommation entre ces entités fonctionnelles. Soit si vous avez des sous-compteurs, il faut utiliser ces sous-compteurs-là. Si vous n'avez pas de sous-compteurs entre les différents espaces, vous devrez d'abord mettre en place une clé de répartition qui peut être une clé de répartition surfacique avant d'installer des sous-compteurs. Ensuite, vous récupérez les consommations donc sur 2020-2021 à partir de vos factures. Vous définissez l'année de référence pour le calcul de l'objectif, donc c'est 12 mois glissants sur 2010 à 2019. C'est vous qui définissez cette plateforme, cette année de référence. Vous récupérez également les consommations pour cette année de référence.
Et il faut également que vous vous municiez des numéros SIRET et SIREN de la collectivité des bâtiments et des bâtiments qui sont assujettis. Dans les collectivités, dans les mairies, vous avez des numéros différents pour les établissements de la mairie et les établissements liés aux établissements scolaires. Voilà. Si jamais vous n'avez pas d'année de référence, si vous ne mettez pas d'année de référence, c'est la première de votre année de référence, avec du coup les objectifs qui ont été présentés précédemment, de 40, 50, 60%, qui seront calculés à partir de cette année de référence-là. C'est très important ce qui est dit, parce que si vous avez fait déjà des travaux il y a quelques années, vous avez tout intérêt, il y a 2 ou 3 ans, il faut absolument trouver les données pour avoir une année de référence avant ces travaux. Sinon, vous vous mettez une contrainte supplémentaire par rapport à l'objectif de réduction à tenir. Donc c'est vraiment très important de bien choisir son année de référence en fonction des travaux d'amélioration que l'on a déjà menés, pour avoir vraiment des références de consommation avant ces travaux-là. Sinon, l'objectif, il risque d'être difficile à tenir. Avec une nuance pour les propos, c'est que comme on a des valeurs absolues de performance énergétique par activité. Oui, sur les consommations par mètre carré. Voilà, c'est ça, en kilowattheure par mètre carré, ça permet de prendre en compte des travaux qui auraient déjà été faits. Et en effet. Ou des bâtiments neufs. Ou des bâtiments neufs. Parce que... Alors, on va passer sur la plateforme Opéra, deux blocs différents. Le premier sur la création des comptes sur la plateforme, et puis un deuxième sur le fait de commencer à renseigner vos bâtiments et les consommations d'énergie. Donc, sur la création des comptes. Donc, le lien, vous l'avez en haut de la slide. Donc, vous pourrez vous connecter. Vous pouvez éventuellement le faire en même temps que ce webinaire ou en revoyant le webinaire. Ça va peut-être un peu plus simple. Donc, vous devez créer un compte pour déclarer les bâtiments qui sont assujettis. Donc, en tant que collectivité, vous êtes membre de structure assujettie. Il faut que vous définissiez la nature, que vous renseigniez le SIRET de la commune ou les numéros SIREN si vous n'avez pas de SIRET. Vous remplissez les coordonnées de la commune, donc l'adresse courriel professionnel, nom, prénom, numéro de téléphone, et vous choisissez le profil adapté. Donc on va revenir après sur la notion des différents profils. Dans tous les cas, il est important de noter qu'un profil représentant légal sera obligatoire pour les communes. Le représentant légal est le maire. Donc, les différents profils. Donc, le représentant légal est la personne qui représente légalement la structure et possède tous les droits sur tout l'ensemble des fonctionnalités. Il y a également le profil référent qui possède tous les droits sur toutes les fonctionnalités, ce qui va permettre à la personne qui a ce profil de référent de pouvoir faire l'intégralité de la saisie du patrimoine assujetti, des consommations, etc. Et après, il y a différents profils qui ont pour but de spécifier des droits pour chaque usage. Donc, le profil correspondant, on va avoir uniquement des droits en écriture sur les fonctionnalités de déclaration et de la lecture sur le paramétrage. En gros, le correspondant peut faire de la déclaration sur les bâtiments et les consos. Idem pour les gestionnaires techniques et immobiliers qui, eux, peuvent faire des droits, peuvent écrire, mais n'ont pas la vision sur la partie paramétrage. L'exploitant peut rentrer des données de consommation et l'observateur est uniquement sur la partie, avoir la visualisation, la consultation sur les fichiers déclarés. Ce que l'on vous conseille de faire dans vos communes, c'est de créer le profil représentant légal pour le maire de la commune ou l'élu référent, le représentant légal peut être un des élus de la commune. Dans tous les cas, c'est une personne élue. Et un profil référent, le référent sera peut-être la personne des services qui va renseigner la plateforme.
une fois que vous avez créé un premier compte, que ce soit référent, représentant légal, vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc là, vous allez dans paramétrage, utilisateurs, sur la liste. Là, vous avez l'ensemble des utilisateurs qui sont déjà créés, qui sont renseignés avec le rôle qu'ils ont. Et vous pouvez du coup ajouter un utilisateur pour rajouter un nouveau profil pour votre commune, votre collectivité. Vous allez remplir les données de la même manière que pour le premier compte, donc l'établissement, le courriel, le nom, le prénom, le profil. Ouais. Donc là, vous avez ainsi créé les profils qui vont vous permettre de renseigner les données dans la plateforme. Donc, maintenant, on va rentrer sur la partie déclaration du patrimoine. Donc, la déclaration du patrimoine fonctionne, comme je disais un petit peu tout à l'heure, par la notion d'établissement et ensuite d'entité fonctionnelle. Donc, vous cliquez d'abord sur le bouton structure et ajouter un établissement qui se trouve plus bas sur la page. Les éléments de la structure que vous renseignez sont indiqués ici. À partir du numéro de SIRET, vous allez pouvoir rechercher l'établissement. Le numéro de SIRET, dont on disait tout à l'heure, il y a un numéro pour les bâtiments, en général, l'ensemble des bâtiments d'une commune, sauf pour les bâtiments scolaires qui ont leur propre numéro SIRET. Donc, vous devrez faire cette démarche pour l'ensemble des établissements de la collectivité qui sont assujettis. Et les informations que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui des bâtiments qui n'ont pas de numéro SIRET, et donc il va y avoir des modifications sur la plateforme pour pouvoir les intégrer. Aujourd'hui, il n'est pas possible de les intégrer. Et donc là, on rentre sur la partie un peu plus compliquée, c'est-à-dire que vous allez définir au sein d'un établissement les entités fonctionnelles assujetties. D'abord en cliquant sur EFA, donc entité fonctionnelle assujettie, et vous allez déclarer une première entité fonctionnelle assujettie pour votre bâtiment, pour votre établissement. Vous allez d'abord dire quelle est la qualité pour laquelle vous renseignez cette entité fonctionnelle. La plupart du temps, vous serez propriétaire occupant. Et après, vous allez choisir le cas dans lequel vous vous situez. Donc là, on revient sur les différents cas que l'on vous a présentés précédemment. Le premier cas, c'est une seule entité fonctionnelle. Donc là, c'est un bâtiment qui accueille une activité avec un seul propriétaire ou locataire, un seul occupant à l'échelle du bâtiment, de l'ensemble du bâtiment. Ensuite, on va avoir un deuxième cas, qui est une dérivée du premier, où on a plusieurs entités fonctionnelles au sein d'un même bâtiment tertiaire, mais on n'a que du tertiaire dans ce bâtiment-là. Ensuite, le cas qui est présenté ici comme le cas 2, donc là, au sein d'un bâtiment, on a à la fois des activités tertiaires et des activités non tertiaires, comme des logements. Et le dernier cas, qui est présenté ici comme le cas 3, on est sur le cas de l'unité foncière ou de l'unité fonctionnelle. Si vous avez donc plusieurs bâtiments qui sont concernés qui sont assujettis, liés au fait qu'ils soient sur la même unité foncière ou la même unité fonctionnelle. Donc là, vous choisissez le cas dans lequel vous êtes. Et suivant le choix que vous allez faire ici, la suite diffère. Donc tout d'abord, vous allez devoir renseigner les premières consommations d'énergie. Donc vous choisissez l'établissement que vous avez souhaité compléter et le début de la période de consommation. Non, c'est bon, j'ai fait un faux fur et à mesure. Donc tu gères. Excusez-moi. Donc vous choisissez l'établissement et après vous choisissez la période de consommation que vous allez rentrer.
Et donc, les périodes de consommation sont sur 12 mois glissants. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez choisir en fonction de la facturation que vous recevez, je ne sais pas, du 1er juin au 31 mai, par exemple. Après, vous allez compléter les renseignements nécessaires qui n'ont pas été automatiquement complétés avec les numéros SIRET ou sirène. C'est notamment le cas si vous avez un propriétaire, un occupant différent au sein du bâtiment. Et ensuite, vous allez devoir renseigner la parcelle cadastrale qui va nous donner un identifiant unique bâtimentaire. Donc, pour renseigner les éléments sur la plateforme cadastrale, le plus simple, c'est d'aller sur le site Géoportail. Donc, sur le Géoportail, vous faites clic droit sur la parcelle concernée, vous cliquez sur adresse coordonnées du lieu, et donc ce sont les éléments ici qui sont à compléter dans l'identifiant unique bâtimentaire. Derrière, vous donnez le nom du bâtiment et un numéro de lot. Donc, vous êtes obligé de donner un numéro de lot au bâtiment. Je vous conseille, si vous avez plusieurs bâtiments sur une même parcelle, s'il peut arriver, vous devrez du coup compléter 001, 002, 003, etc. Ensuite, donc là, vous avez déclaré votre entité fonctionnelle. Maintenant, pour déclarer votre consommation, vous allez sélectionner l'année. Attendez, je me retrouve. Vous cliquez sur consommation, vous choisissez déclaration des consommations. Et donc là, à l'échelle de l'entité fonctionnelle, vous allez choisir l'année de consommation que vous souhaitez déclarer. Dans l'ordre, a priori, qui va être d'abord 2021, puis 2020, puis l'année de référence. Vous cliquez sur l'année et après, vous allez sélectionner l'entité fonctionnelle que vous souhaitez compléter. Donc, je vous rappelle, il y aura plusieurs entités fonctionnelles au sein d'un même établissement, au sein d'un même bâtiment. L'entité fonctionnelle, donc, elle est caractérisée par une activité. Donc, quand vous cliquez sur la liste déroulante, vous avez l'ensemble des activités correspondant à ce qui a été identifié au sein de la plateforme Opéra qui sont renseignées, avec ensuite des sous-catégories d'activités. Vous renseignez la surface de plancher de cette entité fonctionnelle, le début et la fin. Donc là, on est sur les dates de consommation. Et dire si il y a du chauffage, de refroidissement ou d'autres utilisations d'énergie. Et ensuite, vous allez arriver sur le tableur où vous allez renseigner vos consommations d'énergie par usage. Donc, pour l'électricité, un point important, si vous avez des IRVE, donc de la recherche de véhicules, et des sous-comptages existants, donc vous devez les retrancher de la consommation d'énergie. Je vais rester pour le moment sur la colonne rouge et je passerai après sur la colonne bleue et la colonne orange. Donc, vous renseignez vos énergies par unité. Donc, vous renseignez vos consommations d'énergie, d'électricité sur la période, de gaz, sur l'ensemble du gaz, du fuel, etc. Donc là, il y a l'ensemble des énergies qui sont renseignées ensuite. Hein. Si vous avez du bois, vous renseignez également le bois granulé, le bois déchiqueté, etc. Donc, on est bien sur des valeurs, donc les unités à renseigner sont indiquées sur le côté. Donc pour le gaz et l'électricité, on est bien sur des kilowattheures. Pour le gaz réseau, pardon. Pour les gaz type propane, vous pouvez le renseigner soit en mètres cubes, soit en kilos. Idem pour le butane. Pour le fuel, on est en litres. Pour le bois, il me semble que l'on est en kilos pour le granulé, on doit être en mètres cubes apparents pour les plaquettes. Alors, sur la colonne bleue, c'est en fait ici que vous allez faire votre répartition d'énergie entre les différentes entités fonctionnelles au sein d'un même bâtiment. Donc les différentes activités que vous avez au sein d'un même bâtiment. Si vous n'avez pas, si vous avez des sous-compteurs, pardon.
Si vous avez des sous-compteurs, vous rentrez ici sur la colonne rouge, c'est spécifique à votre activité pour laquelle vous faites la déclaration. Et dans la colonne bleue, vous allez rentrer les consommations d'énergie qui ne sont pas affectées à votre bâtiment, enfin à votre entité fonctionnelle, mais qui sont quand même dans ce bâtiment-là. Et sur la colonne orange, ça sera si vous êtes sur la répartition surfacique. En gros, si vous avez des sous-compteurs, vous répartissez vos sous-compteurs entre la colonne rouge et la colonne bleue. Si vous n'avez pas de sous-compteur, on est entre la colonne rouge et la colonne orange. La conversion se fait automatiquement. On viendra plus tard sur les liens qu'il y a avec les plateformes de comptage et les plateformes de suivi énergétique. Si vous avez des voitures électriques, donc de la recharge électrique, avec du sous-comptage, vous rentrez les données directement dans cette page-là, qui est une page qui est à la suite de la déclaration des consommations. Ensuite, vous allez choisir l'installation météo en fonction de l'altitude. Donc, il y a 3 stations météo renseignées pour le département de la Haute-Savoie. Et suivant l'altitude, vous devez vous raccorder à une de ces stations. Donc, Annecy mettait pour toutes les altitudes inférieures à 800 mètres, Évian pour l'altitude entre 800 et 1200 mètres, et Le Plenay pour l'altitude supérieure à 1200 mètres. Donc là, en point de vigilance, ce n'est pas la station dont vous êtes le plus proche géographiquement qui compte, c'est bien l'altitude à laquelle vous êtes. Donc, si vous avez des données de consommation qui sont spécifiques au chauffage ou au refroidissement et avec des sous-compteurs, alors vous devez, il y a une évaluation qui doit être faite. Donc, si vous avez des sous-compteurs, vous renseignez directement les données dans le tableur, avec la nécessité de renseigner les surfaces qui sont chauffées et refroidies. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un bâtiment, l'ensemble des surfaces ne sont pas forcément chauffées, notamment quand on a des parkings. Donc, comme les parkings sont assujettis, leur surface n'est pas chauffée, donc vous allez retrancher de la surface globale de votre bâtiment et la surface des parkings. Donc là, vous allez renseigner ensuite les consommations de chauffage avec les sous-compteurs. Donc ça va permettre en fait d'ajuster les consommations un peu plus juste pour le suivi et la remontée des infos derrière dans la base Opera. Ensuite, un autre point qui est important, les consommations, elles sont ajustées aussi en fonction de l'intensité d'usage, c'est-à-dire que tous les bâtiments n'ont pas la même occupation, n'ont pas les mêmes horaires d'ouverture. Donc vous avez la possibilité pour chaque type d'activité de repréciser les heures d'ouverture correspondantes. Et donc ça va moduler vos objectifs. Typiquement, on va prendre le cas d'une petite mairie, d'un petit bâtiment mairie dans une petite commune qui va être ouvert peut-être 3 demi-journées par semaine. En kilowattheure par mètre carré, elle devrait moins consommer qu'une mairie qui est ouverte 5 jours par semaine. Donc, les indicateurs d'intensité d'usage vont permettre de moduler les objectifs en fonction de ces éléments-là. Donc là, vous avez la possibilité d'indiquer des valeurs d'amplitude horaire. Donc, il y a des valeurs qui sont proposées, qui sont des valeurs étalons. À vous, si vous souhaitez les modifier, de pouvoir justifier pourquoi vous avez mis ces valeurs-là. Donc ça, vous allez faire ça pour chaque année. C'est-à-dire que pour l'année 2021, vous allez rentrer tous les éléments qu'on vient d'évoquer. Vous allez faire pareil pour 2020 et pareil pour votre année de référence. Ce qui est important de noter, c'est que chaque fois que vous allez enregistrer des choses dans Opera, vous pourrez venir les modifier plus tard. Il n'y a rien de définitif pour le moment.
donc il y a la possibilité qui est établie par l'ADEME d'aller récupérer les données directement auprès d'Enedis ou de GRDF. Donc pour ça, il faut que vous donniez un mandat à l'ADEME pour qu'elle puisse récupérer les données. Donc pour ça, une fois que vous avez saisi votre entité fonctionnelle, vous cliquez sur le petit symbole de fiche que vous avez ici. Vous rentrez vos numéros de compteur. Vous avez là, donc compteur d'énergie, ajouter un compteur, vous rentrez vos numéros de compteur, le type d'énergie et c'est là votre gestionnaire de distribution. Ça va vous donner des documents à télécharger et signer auprès d'Enedis et de GRDF. Donc ça, c'était pour la partie saisie des compteurs directement et le fait que l'ADEME aille chercher directement vos consommations d'énergie sur les compteurs auprès des fournisseurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'importer l'ensemble des entités fonctionnelles assujetties en même temps via un import en masse avec un tableur Excel. Donc ça, vous devez aller sur ressources et après défiler la page jusqu'à la section des imports CSV avec à chaque fois plusieurs imports qui peuvent être faits en masse. D'abord des utilisateurs, ensuite les entités fonctionnelles assujetties, ensuite les consommations. Avec à chaque fois un document de description sur comment remplir le tableur correspondant. C'est pas trop mal fait. Ça prend du temps à faire, par contre. C'est-à-dire que toutes les données qu'on a renseignées onglet par onglet précédemment pour un bâtiment, une entité fonctionnelle, et là, on va devoir les rentrer de manière commune pour l'ensemble des entités fonctionnelles en même temps au sein du même tableur Excel pour pouvoir les remettre dans la plateforme Opera ensuite. Après, pour pouvoir les réimporter, donc une fois que vous avez enregistré votre fichier Excel, vous allez soit dans le paramétrage pour importer les comptes d'utilisateurs, soit dans EFA pour les entités fonctionnelles assujetties, soit dans consommation pour l'import des consommations. Vous allez les chercher, vous le mettez sur la plateforme et il va être importé. Il y a une durée de traitement pour ça, forcément. Vous devez, en général, du coup, c'est indiqué, c'est que les traitements des imports a lieu la nuit. Donc, entre le moment où vous allez importer un fichier Excel et voir les résultats dans la plateforme, vous aurez les résultats le lendemain de l'import. Je passe sur les ressources et puis après, on prend vos questions. Donc, au niveau des ressources, donc, il y a la FAQ de la plateforme Opera qui est très, très complète. Ils ont déjà eu énormément de questions posées, donc il y a beaucoup de réponses qui sont apportées. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà vous reporter à cette FAQ qui est relativement complète. Ensuite, il y a la note de présentation du ministère de la Transition énergétique qui est présente sur le site de la DDT 74. Donc, vous avez le lien ici. Il y a une note de présentation que nous avons fait au CIAN pour les communes suivies en conseil énergie, qui est également disponible sur le site du CIAN. Et sur le site du CIAN, il y a également un tutoriel papier, enfin PDF en tout cas, sur la création des comptes Opera. Et donc, deux adresses contact, donc le contact auprès de la DDT 74 et le contact CIAN, donc pour le CIAN, le contact il est adressé pour les communes qui sont adhérentes au service de conseil énergie actuellement, ou qui souhaiteraient adhérer. C'était dense, c'est assez complexe. Je suppose que vous avez des questions. Je vous laisse nous les poser. Alors, il y en a. Alors, il y a des réponses au fur et à mesure. Cécile, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions auxquelles il n'y a pas encore eu de réponse à apporter dans la partie conversation? Je crois pas.
Ou alors la collectivité peut se manifester. Combien de temps pour renseigner un bâtiment? Alors, pour renseigner un bâtiment, au début, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, au fur et à mesure, vous allez comprendre la mécanique, ça va aller un peu plus vite. Cécile, peut-être que tu peux préciser combien de temps pour les premiers bâtiments ça t'a pris? Pour le premier bâtiment que tu as fait? Alors, j'ai pas fait énormément de bâtiments. En fait, tout dépend. Les premiers prennent forcément plus de temps parce qu'il faut comprendre la plateforme. Après, une fois qu'on a compris, ça peut aller relativement vite. Je dirais peut-être un minimum de 20 minutes, entre 20 et 40 minutes par bâtiment, je dirais. Ok. Donc voilà, 20 à 40 minutes pour renseigner un bâtiment, vos premiers bâtiments. Après, on vous invite à faire un rapport en masse via les tableurs Excel, ce qui permettra de réduire un peu le temps de traitement que vous aurez directement sur la plateforme. Alors, est-ce que les ELDIS peuvent être assujetties si elles sont contiguës à des mairies? Les lieux de culte sont exclus du dispositif. Bon, les lieux de culte sont exclus du dispositif. Alors, une question sur l'implication des conseillers énergie pour les communes déjà adhérentes suite au recueil d'infos avec le précédent groupement de commandes d'énergie. Une bonne partie du travail a déjà été faite. Alors, dans le cadre du service du conseil énergie, donc en effet, nous on collecte vos factures d'énergie au fur et à mesure. On connaît votre patrimoine. Aujourd'hui, ces informations-là, elles sont renseignées sur la plateforme, notre plateforme de suivi énergétique. Donc nous, on travaille avec le logiciel Dipti. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de lien établi entre la plateforme opérable de l'ADEME et ces plateformes de suivi énergétique. C'est des choses qui vont arriver, mais pour le moment, ça n'existe pas encore. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner pour la saisie des bâtiments, répondre à vos questions quand vous avez des questions. Néanmoins, on ne pourra pas se substituer à l'ensemble des communes pour saisir vos bâtiments. Parce que là, on ne saurait pas répondre à tout le monde. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous accompagner dans la saisie de votre patrimoine dans la plateforme Opérate, puis ensuite de vous faire remonter les consommations d'énergie, vous indiquer comment les renseigner au fur et à mesure de l'avancée dans votre saisie. Alors, une question. Le terrain appartient à la commune, mais l'école est gérée entièrement par la communauté de communes. À qui revient la charge de prendre en compte ce bâtiment? Là, moi, je dirais la communauté de communes. Oui, moi aussi. Ouais. À moins que vous soyez dans le cas où la commune est propriétaire des murs et la communauté de communes est locataire, mais bon, en règle générale, dans ce cas-là, c'est à la communauté de communes de gérer ce dispositif pour l'école. Au pire des cas, ce sera le couple locataire-propriétaire. Ouais. Oui. Oui. Alors, les documents CSV, non, en fait, c'est la suite de la question d'avant concernant l'application des conseillers d'énergie. Non, on va pas compléter les documents en CSV pour vous. L'idée, c'est plutôt de voir avec vous, que vous complétiez une première partie, que nous, on puisse avoir une relecture sur ces documents-là avant que vous les téléchargiez dans la plateforme pour tout ce qui est déclaration des bâtiments et des entités fonctionnelles. Pour les consommations, on pourra faire des exports depuis notre logiciel et vous transmettre les données de manière un peu plus cadrée, ce qui vous permettra de faciliter la saisie. On peut extraire des consommations, par contre, le parc bâti, en fait, les informations à rentrer entre notre logiciel de suivi et la plateforme Opéra sont très différentes, avec notamment le numéro de SIRET que nous, on ne rentre absolument pas dans notre logiciel de suivi. C'est pour ça qu'on va vous accompagner dans la saisie, mais on ne la fera pas à la place des communes. L'année de référence doit-elle être la même pour tous les bâtiments?
Par bâtiment. Non, c'est vraiment par bâtiment, pardon. Par bâtiment. Quid pour une micro-crèche appartenant à une petite commune? Eh ben, tout dépend si c'est au sein d'une unité foncière ou fonctionnelle, si elle est concernée ou pas. Si vous avez d'autres bâtiments à côté de cette micro-crèche qui appartiennent à la commune, vous pourriez être concerné si la surface globale dépasse les 1000 m². Une parcelle et s'il y a un lien fonctionnel. Ouais, si c'est la même unité foncière, si vous avez une micro-crèche, vous avez la maternelle de l'autre côté, enfin sur une autre parcelle, d'autres équipements publics, on regarde l'unité foncière, si l'unité foncière, l'ensemble des bâtiments dépasse 1000 m², la micro-crèche est concernée. Voilà. Donc là, si vous avez votre mairie à côté, Monsieur Jacques, si vous avez votre mairie à côté, micro-crèche, si la surface des deux bâtiments dépasse les 1000 m², les deux bâtiments, du coup, sont assujettis. Comment identifier la meilleure année de référence? C'est une bonne question. La réponse que moi je vais vous donner, c'est avant, si vous avez des travaux de rénovation sur vos bâtiments, c'est avant ces travaux de rénovation-là. Faut qu'il puisse être pris en compte dans l'objectif des 40, 50, 60%. Si vous ne pouvez pas remonter aussi loin, dans ces cas-là, vous allez plutôt être, comme dans le cas de bâtiments construits récemment ou rénovés de manière globale récemment, vous allez plutôt être dans le cadre des objectifs en valeur absolue, tout à fait, qui vont dépendre de l'activité des bâtiments. Et du coup, l'année de référence dans ce cas-là, en fait, importe peu. Alors, si j'ai raté des questions au passage. Pardon Lucas, juste une Oui. petite précision. On vous demande de déclarer les consommations. Il se peut que les services de l'État qui vont contrôler tout ça vous demandent les justificatifs de vos consommations. Donc l'année de référence, c'est aussi à vous de voir au sein de votre commune. Est-ce que vous voulez aller chercher les consommations, les factures de 2010, savoir exactement ce que vous avez consommé, ou si vous n'avez pas eu de rénovation ces 15 dernières années, est-ce que les consommations de 2019, ça peut aussi aller? Ce sera peut-être moins compliqué à aller chercher d'un point de vue administratif. Voilà, il y a aussi ça, il faut penser que il faut garder sous la main les factures que vous déclarez. Alors, y a-t-il des garde-fous sur les valeurs saisies? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ouais, si vous pouvez préciser votre question, peut-être. Nous avons le centre technique municipal qui fait plus de 1000 m². Ce sont des bureaux et des garages chauffés. Et à côté, nous avons une serre qui est également chauffée. Devons réduire nos consommations également sur la serre? Parce que les serres font partie Les serres font partie de l'activité. Regardez si ça fait partie de l'activité. On va regarder Madame Abozo et puis le conseiller énergie. On reviendra vers vous avec la réponse. Quand vous êtes à La Roche, vous êtes une commune suiveur conseiller énergie. On reviendra vers vous avec une réponse pour les serres. Aujourd'hui, nous sommes régulièrement sollicités par des organismes externes pour nous mâcher le travail de relever des consommations. Avez-vous des points d'avertissement à nous donner sur ces points ou des conseils? Alors, pour le moment, pas de point d'avertissement parce qu'on n'a pas de remontée de. Enfin, je dis, si je me trompe, on n'a pas eu de remontée comme quoi il y avait des démarchages abusifs et comme on pourrait l'avoir pour, par exemple, pour les agendas, enfin, l'accessibilité des agendas, des problèmes. Là, c'est trop neuf encore pour avoir de remontée. Il y en aura sans doute. Chaque fois dans ce genre de dispositif. Et puis le reste, c'était quoi? C'était la deuxième. Du coup, des conseils par rapport à ce genre de démarchage qui peuvent exister, de sollicitation. Voilà. Aude a dit d'être prudent, donc voilà. Alors, vous assurer effectivement de la qualité du prestataire, quoi. Comme toujours quand vous faites appel à quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, nous,
état, on n'a pas de remontée parce que c'est trop récent, quoi. Ouais. Et sans doute qu'on en aura dans les prochaines années, sans doute. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire, d'avoir une liste noire et de dire cela, il ne faut pas les. Il faut faire attention. Alors, nous, on a un point de vigilance sur les choses que l'on a constatées au niveau du conseil énergie. Souvent, ces prestataires passent par de l'équipement de compteurs communicants. Donc, ce sont des choses qui peuvent être assez onéreuses quand même pour récupérer les consommations. Soit ils le font via les compteurs communicants, soit en se connectant sur vos espaces clients. Dans les deux cas, ça peut fonctionner. Après, il y a un point de vigilance à avoir, hein, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de suivi énergétique n'ont pas encore de lien existant avec la plateforme Opéra. Donc, moi, le point de vigilance sur lequel je vous alerte avec ces prestataires, c'est que dans tous les cas, la définition des entités fonctionnelles qu'on a vu précédemment, c'est un vrai travail de la commune de définir quelles sont les parties bâtiments qui sont concernées par l'obligation et de rapporter les activités liées et les consommations d'énergie liées. A priori, les prestataires peuvent vous accompagner sur le fait de récupérer plus facilement les consommations, mais sur la définition du patrimoine qui est assujetti, ça restera quand même le travail de la collectivité. Ça va avoir un second temps. Oui, et en plus, ça va dans le second temps. Consommation très réduite par le Covid pour 2000 et 2021, année de référence à prendre plutôt en 2018 et 2019. Est-ce pertinent? Oui, en effet, au niveau des années de référence, dans tous les cas, il vaut mieux prendre des années avant les années Covid, en effet. Après, la possibilité de corriger les consommations qui sont de l'intensité d'usage, donc en fonction du nombre d'heures d'ouverture, peut permettre quand même d'ajuster un peu cette question de la référence. Alors, la question des valeurs. La question des valeurs incohérentes par rapport à la surface. Donc ça, c'était des garde-fous sur les valeurs saisies. Ah oui, est-ce que la plateforme vous indique s'il y a des valeurs qui sont incohérentes par rapport aux surfaces? A priori, non. A priori, non. Alors, pour un bâtiment acquis en cours d'année 2020 et donc des consommations connues qu'à compter du milieu d'année 2020, est-ce que l'année de référence sera 2020 ou 2021? L'année de référence, c'est la première année pleine d'exploitation. Donc, si votre bâtiment, par exemple, est réceptionné au 1er juin 2020, votre année de référence pourrait être du 1er juin 2021 au 31 mai 2021. Sachant que sur un bâtiment neuf, il me semble qu'il est possible de corriger cette année de référence, car on sait que sur un bâtiment neuf, il y a toujours un temps d'adaptation au nouveau système, aux nouveaux équipements, qui peuvent ne pas être représentatifs de la consommation réelle du bâtiment. L'année de référence, Cécile, ça peut être sur 12 mois de licence ou pas? Ouais, okay. Ouais, l'année de référence, en plus, peut être sur 12 mois de licence. Donc là, vous pourriez très bien, si vous avez eu le bâtiment en juin, et du coup, les consommations d'énergie à partir de juin 2020, avoir une année de référence de juin 2020 à juin 2021. Il n'y a pas de justificatif à fournir sur la plateforme. Non, vous ne devez pas télécharger vos factures d'énergie sur la plateforme. Par contre, les services de l'État, s'il y a des contrôles qui sont effectués pour vous, ils ont un droit de contrôle, exactement, pourront vous demander ces justificatifs. Comme les impôts. Comme les impôts. Il y a quelqu'un qui lève la main, Ouais, mais il je y avait sais des pas choses. si Alors, je vous peux laisse poser votre question à l'écrit, s'il vous plaît.
Alors, je vais remonter pour aller voir votre question. L'étude faite dans votre commune est-elle prise en compte? Alors, les choses, je pense que vous parlez du bilan énergétique réalisé par la conseillère énergie. Alors, cette étude-là vous permet de savoir, de connaître la consommation d'énergie de vos bâtiments à l'heure actuelle. Elle va permettre de faciliter le remplissage de la plateforme, mais néanmoins, il n'y a pas d'éléments pour votre commune qui a été saisi par le CIAN directement sur la plateforme. Le système de sanctions prévu et présenté en première partie s'applique-t-il pour chacun des bâtiments ou à la personne morale? Et du coup, le montant de l'amende potentielle, c'est par bâtiment ou c'est une fois par personne morale? On espère pas On ne sait arriver à pas là. encore. On n'est pas dans la sanction. On espère que tout le monde ne sera pas dans les clous. Mais bon, c'est vrai que le dispositif sanction, pour le moment, il est évoqué, mais il n'est encore pas calé, puisque les premières échéances sont en 2031. Donc, aujourd'hui, 2027, la première pour les dossiers techniques de modulation, et puis 2031 pour l'année effective des 30% de la mise des 40% de la première décennie, des 40% des Pas tant de voir. Donc tout ça va s'affiner. Aujourd'hui, c'est plus au remplissage de la plateforme opérate que sur les sanctions. L'État va en capacité de dire qui on va contrôler, comment on va contrôler précisément. En tout cas, il y aura un dispositif, de contrôle et de sanctions qui sera mis en place. Voilà, mais bon, cela dit, on a tous intérêt à la tenue des objectifs, hein, puisque c'est un objectif commun qu'on doit partager avant tout. La non-saisie n'est-elle pas sanctionnable? Est-elle sanctionnable? Oui. Il y a une mise en demeure, du coup, qui sera déjà faite. Mais la non-saisie du patrimoine dans Opéra. Du coup, déjà, Oui, la base. Aujourd'hui, nous, on travaille pour identifier justement la base des assujettis. Donc, il y en a qui passeront peut-être au travers mais un travail de l'État sera d'identifier effectivement tous les assujettis. Il y en a peut-être qui n'ont pas de bâtiment concerné, du coup, le seuil des 1000 mètres. Il n'y a pas de déclaration à faire. Ils ne sont pas assujettis à la déclaration. Mais en tout cas, ils sont. Par contre, ils peuvent, s'ils veulent, c'est pas le seuil des 1000 mètres carrés, c'est le seuil, effectivement, où là, vous êtes obligé, mais en dessous, vous avez 400 mètres carrés, vous pouvez très bien faire une déclaration sur Opérate pour voir le suivi de vos progrès, de vos actions dans ce domaine-là. J'invite tout le monde à s'intéresser à l'ensemble de ces bâtiments, qu'ils soient concernés par le décret ou pas, puisque bon, la masse des petits bâtiments ou des petits ensembles de bâtiments qui ne font pas 1000 mètres carrés, elle va peser quand même dans le résultat global qu'on pourra obtenir. Tout à fait. Il est très important que vous vous interrogiez sur effectivement l'assujettissement ou non du bâtiment, puisque effectivement il pourrait y avoir une sanction s'il n'y a pas de saisie sous Opérate, c'est sûr que que votre bâtiment est assujetti. Donc il y a 2 mises en demeure qui vont être faites par le préfet, avec chaque fois un temps pour remplir les données ou transmettre votre programme d'action selon l'atteinte des objectifs, et passer ce temps-là, cette échéance-là, une sanction qui va être mise en place. Donc c'est très important de regarder et de reprendre le logigramme pour vérifier si vous êtes assujetti ou non. Pour la commune de l'Échaud, on va revenir vers vous avec la conseillère énergie. Chère Vanessa, bon, Cécile, tu notes la remarque. Alors pour Roche Expo, je laisse éventuellement La Roche répond directement, peut-être en direct à Monsieur Jacques. S'il y a d'autres questions sur la présentation qui a été faite.
Attendez, si la machine arrive. Alors, concernant le support de la présentation, donc le webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur le site du CIAN et le support le PowerPoint de support sera également disponible sur le site du CIAN. Une fois que tout sera mis en ligne, on enverra un lien à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites au webinaire pour que vous puissiez recevoir l'ensemble des éléments et retravailler dessus. Alors, l'obligation du 30 septembre 2022, donc c'est d'avoir renseigné les bâtiments, les surfaces des bâtiments et les bâtiments assujettis sur la plateforme, les consommations de 2021-2020 et la consommation de référence. Et de l'année de référence. Monsieur Driet, vous pourrez avoir tous ces éléments en revisionnant le webinaire quand il sera en ligne. On va essayer de le mettre en ligne d'ici la fin de semaine. Voilà. Donc, pour rappel, hein, si vous avez d'autres questions qui arriveraient, vous avez des contacts de la DDT et du service conseiller énergie du CIAN ici. Alors, bon, je n'ai pas vu la question sur le photovoltaïque. La revente photovoltaïque est-elle intégrée dans le bilan des consommations? Alors, si on est en revente pure, non, ce n'est pas intégré. Par contre, si vous faites de l'autoconsommation à l'échelle du bâtiment, en effet, l'autoconsommation est intégrée dans le bilan énergétique. C'est de l'énergie que vous n'allez pas consommer. Donc, il y a également un élément sur les réseaux de chaleur. Si votre bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur, il y a un coefficient de conversion pour l'énergie à déclarer dans le décret tertiaire qui est de 0,7, il me semble. C'est-à-dire que pour chaque kilowattheure que vous avez consommé qui est raccordé à un réseau de chaleur, il ne compte qu'à 70% pour l'atteinte de l'objectif. Donc si vous avez un réseau de chaleur qui passe devant votre bâtiment et que vous raccordez votre bâtiment à ce réseau de chaleur, vous avez déjà fait 30% sur les 40% de gain énergétique. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer par mail. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Je vais couper l'enregistrement et vous dire au revoir. Voilà, merci à tous. Et, voilà, tout ça ne fait que commencer. Il y a du travail à faire. Mais bon, on est tous embarqués vers un objectif qui est la réduction de nos consommations d'énergie. C'est bien ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Derrière, il y a des outils techniques qui permettent de le suivre, de voir les performances de ce qu'on a été capable de faire. Et du coup, quand on mène des actions, c'est forcément intéressant d'avoir le retour et de savoir si les objectifs qu'on s'est fixés sont tenus, de combien on a baissé. Et voilà, tout ça y contribue et met tout le monde, je dirais, dans le même sens de marche. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Et je vous encourage donc, sans plus attendre, à vous engager dans la démarche qui, je le rappelle, est obligatoire. Donc, peut-être aussi, n'hésitez pas du coup à revenir vers vous si vous avez moins de questions et notamment si vous ne trouvez pas les éléments de réponse au niveau de la FAQ. Ça nous permettra, nous aussi, de faire remonter au niveau régional et national voilà, les éléments et d'enrichir la fac en retour. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.